Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un feuilleton macabre plonge la ville de Douala dans la consternation totale. Presque toute une famille a été tuée après avoir consommé le repas du soir. Le chef de famille et ses 3 enfants ont succombé à des douleurs atroces et insoutenables. Pendant ce temps, son épouse, la cuisinière du fameux repas, se bat entre la vie et la mort. À suivre dans ce journal, un autre épisode tragique et scandaleux qui se déroule dans un hôpital situé à Bépanda, dans le 5e arrondissement de Douala, là où les corps de 2 enfants ont été retrouvés dans une voiture abandonnée, laissant transparaître des actes, des soupçons d'infanticide et de trafic d'organes humains. C'est à suivre en ouverture de ce journal. Alors qu'une manifestation des jeunes est organisée pour dénoncer l'attitude du président français à l'encontre du président camerounais, une question taraude d'esprit des populations. Les préoccupations d'Emmanuel Macron et de la communauté internationale sont-elles fondées sur la situation qui se dégrade dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? À suivre ce soir, en exclusivité, les révélations troublantes des évêques de Kumbo et Bamenda sur une photographie effroyable des populations victimes des affres de la guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Vous suivrez dans ce journal le pool de Bamenda, journée déclarée ville morte encore ce jour dans la capitale régionale du nord-ouest. On fait le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils étaient loin d'imaginer que ce serait leur dernier repas en famille dans une banlieue de Douala. Un homme, son épouse et ses enfants ont consommé avec appétit un mets traditionnel réchauffé pour la circonstance en lieu et place d'une bonne digestion. Ce sont leurs cris d'alerte qui vont faire sortir les voisins. C'est un spectacle désolant qui va être découvert. Les enfants se tordant de douleur après un malaise. Le père de la famille présentant les mêmes symptômes et en l'espace de quelques heures, presque tous sont décédés après avoir consommé ce repas. Seule la femme de la maison, cuisinière du fameux repas, se bat encore entre la vie et la mort. Le récit des faits avec Innocent Abega et Kediara. C'est l'émoi et la consternation au quartier Boko-Plage, dans le 3e arrondissement de Douala. Après avoir consommé le repas du soir, 4 membres d'une même famille sont passés de vie à trépas. La scène se déroule ce dimanche aux environs de 21h, quand l'un des enfants de la famille dont il est question va tambouriner à la porte de la voisine pour demander de l'aide. Son père, couché à l'arrière de la maison familiale, est en train d'agoniser, tandis que sa mère et le petit dernier sont à l'hôpital pour soins. On vient derrière la maison, on voit comment il est couché, il fait comme ça, il fait comme ça. Et le ventilateur est tombé sur lui. Je prends donc le ventilateur et soulève, c'est comme ça que ses 2 frères entrent aussi. Il dit que pardon, arrêtez sa tête comme il frappe sur le sol comme ça là. Donc ils ont arrêté sa tête, mettre le pain. Le mari de ma locataire avec ses 2 frères lui ont porté et son grand garçon a été là. On le porte, met dans la voiture. Arrivé dans la voiture, je vois aussi que le garçon, il dit que même le garçon, son premier né là ici dedans, on dit que oui. La suite se déroule comme dans un roman à suspense. Les membres de la famille, internés, soit 4 au total, décèdent les uns après les autres. Le chef de famille lui-même y passe, son épouse, qui avait pris la peine de réchauffer le repas pour servir la maisonnée, elle continue de se battre à l'hôpital. 4 sont morts et le mari aussi est mort. La femme est encore couchée à l'hôpital. Dans le quartier, la thèse de l'empoisonnement est vite soulevée. Surtout qu'un voisin a des enfants eux aussi malades qui présentent les mêmes symptômes, même si chez eux, ils sont moins accentués. Ce matin, l'enfant dit qu'il va les composer. Il dit comment? Tu comprends comment? Il se couche maintenant, il tombe, il plie son ventre. Que s'est-il réellement passé dans ce quartier? Ce dimanche, les langues se délient et on dirige les soupçons vers la voisine qui a donné un anniversaire en journée, y conviant les enfants du quartier. Une thèse qui est tout de suite battue en brèche par un fait. Les parents des enfants décédés n'étaient pas présents à cet anniversaire et réputés stricts, ils ne laissaient jamais les enfants se balader à leur guise
dans le quartier. La barrière est toujours fermée. Oui, même les enfants, même pour sortir, même quand la mère voit les enfants dehors, elle les tape. Elles ne veulent même pas que les enfants sortent. Donc la barrière est toujours fermée. Même moi, je ne connais pas si c'est le conchap qu'elle a préparé. Je ne connais pas. Je ne suis même pas entrée dedans jusqu'à là pour voir si c'est le conchap. Une réalité qui redirige les soupçons sur la fameuse marmite de maïs aux haricots, communément appelée ici conchap. Elle a préparé sa nourriture avant-hier. Elle rentre, elle mange elle-même avec ses enfants. Les enfants tombent avant qu'elle. 3 enfants sont morts. Elle-même, elle est à l'hôpital. Le mari est mort. Il y a un seul enfant qui s'est échappé. Il a mangé aussi le matin, mais il n'a pas mangé dans l'après-midi. S'agit-il réellement d'un empoisonnement? Des enquêtes ont été ouvertes en vue d'élucider cette affaire. Un autre drame survenu à Douala. Cette fois-ci, c'est une découverte macabre dans un hôpital. Les corps de 2 enfants retrouvés dans une voiture abandonnée dans l'enceinte d'un hôpital. Selon les parents de ces enfants, les enfants ont vu sur les corps des enfants des traces laissant transparaître des soupçons d'infanticide et de trafic d'organes humains. D'autres précisions avec Innocent Abega et Julingue Nyondé. Des larmes et de la consternation au quartier Nudeido, dans l'arrondissement de Douala 1er. Cette famille inconsolable vient de perdre 2 enfants. Il s'agit de Lamé Richard Etan, 6 ans, et Madé Tuisse Victoriane, 3 ans. Les tout-petits auraient trouvé la mort dans un véhicule abandonné dans l'enceinte d'un hôpital de la place. Ils s'y étaient rendus samedi matin pour assister leur grand-mère, vendeuse de nourriture dans le même hôpital, situé à Bépanda. Je quitte cette maison samedi matin avec 2 enfants. On arrive à Tcha, je les donne le déjeuner. Je suis en train de travailler. 2 autres clients entrent, ils me disent qu'ils ont 2 billets de 10 000 chacune. Le drame survient au moment où leur grand-mère quitte son lieu de commerce pour aller chercher la monnaie. À son retour, les enfants sont portés disparus. Là où on a trouvé le corps des 2 enfants, c'est là où je commence à fouiller les enfants parce que je savais qu'il y a une vieille voiture là-bas. Je regarde, je ne vois rien. La fouille dans l'hôpital, partout, tous les pavillons, je ne parviens pas à les retrouver. Des fouilles vont se multiplier pendant des heures jusqu'à la tombée de la nuit. Quand on entre dans la barrière de Hacha, je vois on est en train de nous diriger là où je commence à chercher les enfants. On ouvre la portière de la vieille voiture, je trouve ma fille couchée sur le siège arrière. Le garçon couché là où on met les pieds. La tête de ma fille donne comme ça, celui du garçon de l'autre côté. Le père du petit et la mère Richard, revenu sur les lieux, a du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc ça veut dire que ces enfants sont morts, se sont asphyxiés samedi à 12h. 24 heures après, le corps commence à se décomposer et l'odeur sort. Mais les enfants, à 2h30 hier, le garçon transpirait, la fille était mouillée, ses urines étaient frais. Donc ça veut dire que l'odeur était encore fraîche là. Donc si on veut me faire comprendre que mon enfant s'est asphyxié dans la voiture samedi à 11h et que lundi à 2h, on le trouve pas décomposé, mais plutôt chaud, vraiment, il faut vraiment que je retourne à l'école. C'est que je n'ai pas fréquenté du tout. Enfin, depuis samedi, s'ils étaient dans la voiture, ils seront gonflés. Les enfants ont le ventre creux. On a tué les enfants, on a enlevé les intestins des enfants. La peau de son ventre touche son dos. C'est comme ça qu'il y a un creux dans son ventre. Mais pas d'ouverture. Je ne sais pas comment ils ont fait. Le sous-préfet de Douala 5e, descendu sur le terrain, a instruit une enquête. Les corps de Richard Etan et Victoriane ont été déposés à la morgue de l'hôpital Akintini de Douala. Le médecin-chef de l'hôpital où les corps ont été découverts réagit. Il parle de mort suspecte après une première analyse des corps de ces enfants retrouvés morts dans des circonstances troubles dans une voiture abandonnée au centre de cet hôpital situé dans le 5e arrondissement de Douala. Je vous propose d'écouter le docteur Chouamo André. L'information m'est parvenue samedi en mi-journée
de la disparition de ces deux enfants qui étaient venus rendre visite à leur grande-maman qui exerce une activité commerciale dans le complexe. Donc l'information parvenue à notre niveau, on a mobilisé tous nos gardiens, tout le personnel pour voir si on pouvait porter main forte. Bon, malheureusement, c'est dans la nuit, donc de samedi, que le gardien dans la routine, puisque je les ai instruits de renforcer la vigilance et la sécurité dans leur patrouille, ils ont constaté effectivement que les deux corps étaient dans un des véhicules garés dans le complexe abandonné. Immédiatement, nous avons saisi les autorités et la police judiciaire et la gendarmerie pour ouvrir une enquête parce que nous avons estimé que c'est une mort un peu suspecte. Donc c'est ça. Sur le théâtre de la crise anglophone, des journées déclarées ville morte continuent d'être observées, notamment à Bamenda, capitale régionale du nord-ouest dans le chaudron de la crise anglophone, après un week-end où les armes ont crépité. Ce lundi, pas une personne n'a été aperçue dans les rues de la cité capitale régionale du nord-ouest. Plusieurs commerces sont restés fermés. C'est le constat qu'ont fait nos envoyés spéciaux à Bamenda, Amos Fongo et Jonathan Babila, images commentées par également nos reporters Julienne Berthe-Bissaï et Cédric Chouna. Comme de coutume dans les deux régions anglophones en crise, le Ghost Town, opération de ville morte, est respecté ce lundi matin dans la ville de Bamenda. Des rues désertes et des commerces fermés, de City Chemist Runabout jusqu'à Food Market. Ici, les reporters d'Equinox Télévision sillonnent une bonne partie de la ville sans apercevoir la moindre mouche qui vole. Dans ce tour de ville, nous arrivons en Quen, un de ces points animés de la ville de Bamenda. Le mot d'ordre de Ghost Town semble n'avoir pas été respecté. Même au ralenti, les activités battent leur plein. Ce moto-taximan, sorti aux premières heures de l'aube, peine à travailler. I've tried to come out because of hunger to look what I can serve me, myself and my own children. En père de famille, je suis obligé de sortir me battre pour subvenir aux besoins des miens. Aujourd'hui, c'est ville morte et ma recette varie entre 2 et 3 000 francs CFA du matin jusqu'à midi. C'est très risqué de circuler dans les quartiers, de peur d'être attaqué. Go back and everything is risky. And we are not entering into quarters because de ce fait, nous avons des zones précises où nous circulons. What we're doing is that we just remain here at Total because they don't come here. Ici, la crise anglophone touche tous les secteurs, y compris les petits commerces. It is really disturbing. It is something that cuts down even development. Je suis dépassé par les événements. Tout est paralysé. Nous ne pouvons pas travailler pour survivre. Il n'est pas de gaieté de cœur que nous vivons cela. This is not something that we need to still maybe continue in it. So I just want to say that this is. Il faut mettre fin à cette situation et prier pour que cela ne se reproduise plus. La vie est vraiment difficile. Soumis au Ghost Town depuis le début de ce conflit armé, les populations des deux régions anglophones ne rêvent que d'un retour à la paix pour reprendre leurs activités en toute sérénité. Au regard de cette situation qui prévaut dans la ville de Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, les préoccupations du président français Emmanuel Macron sur la dégradation criarde de la situation sociopolitique et sécuritaire dans les régions anglophones, ces préoccupations sont-elles fondées? Les évêques de Kumbo et l'archevêque de Bamenda viennent d'accorder une interview exclusive à Equinox Télévision. Ils révèlent une photographie effroyable du quotidien des populations victimes des exactions commises sur le théâtre de la crise anglophone. Ils s'expriment dans ce reportage signé Amos Fongo, Jean-Paul Chouniat et Jonathan Babila.
Recevant les envoyés spéciaux d'Equinox Télévision dans la région en crise du Nord-Ouest, l'évêque de Kumbo réitère que les attaques du 14 février dernier ont fait 22 morts en Garbou. Des chiffres bien loin du bilan officiel de 5 morts annoncés par les autorités camerounaises. J'ai une liste de 22 tués, parmi lesquels 7 enfants et 2 femmes enceintes. Ce sont des faits indéniables. J'ai commis des gens sur le terrain. J'ai les noms et les âges des victimes. Je peux les publier à tout moment. Sur les présumés auteurs de ces attaques, l'homme de Dieu doute de la participation des séparatistes Amba Boys aux tueries de Ngarbou. Des témoins nous ont rapporté que ce 14 février à 4h30 du matin, certaines cases ont été défoncées. Les militaires recherchaient des séparatistes. Ils demandaient où étaient passés les garçons. Ces faits nous ont été rapportés par des témoins de la scène. Comment le dire autrement? Ce sont des faits. Aussi affirme-t-il que sur la base des témoignages des survivants, des centaines d'habitants ont déserté le quartier Ngarbou à la suite des exactions de la Saint-Valentin. Dans ce regard du clergé catholique sur la crise qui sévit depuis 3 ans au Cameroun anglophone, nous rencontrons l'archevêque émérite de Bamenda. Les 3 années écoulées ont été très difficiles. Les paroisses sont paralysées, les routes barrées, les villages rasés, les écoles fermées. Les élèves sont inscrits hors de Bamenda. Que d'exodes massifs. Pour lui, le crépitement des armes à feu entre l'armée et les séparatistes a plongé les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans un climat de terreur et de désolation. On a des villes mortes, des confrontations quotidiennes entre l'armée et les séparatistes. J'en ai fait face. Des militaires patrouillent partout. Depuis l'éclatement de ce conflit armé, 600 000 personnes ont fui leur village, 50 000 réfugiés vers le Nigeria, plus de 2 000 morts, un bilan humanitaire décrié par les ONG locales, l'ONU et l'Église catholique. Alors que le gouvernement soutient que c'est un incident malheureux qui a conduit au décès de 5 civils, dont une femme et 4 enfants en Garbou, dans le Ndongamantoum, région du Nord-Ouest, l'organisation internationale Human Rights Watch annonce des images satellitaires et d'autres preuves matérielles confirmant l'implication du gouvernement et certains soldats camerounais dans les tueries et les massacres survenus à Ndongamantoum, notamment dans le village de Ngarbou, situé dans le Ndongamantoum, région du Nord-Ouest. Human Rights Watch, qui dit avoir compilé des informations précises et des preuves irréfutables sur les exactions commises sur des populations civiles et parle de plus d'une vingtaine de morts, dont de nombreux enfants. Des chiffres qui se rapprochent de ceux donnés par l'évêque de Kumbo dans la région du Nord-Ouest. Et après cette situation survenue dans le Nord-Ouest, le président Emmanuel Macron a annoncé que cette semaine, il compte appeler le président du Cameroun, Paul Biya, pour lui mettre davantage la pression afin que soit résolue la crise anglophone. Ses propos et ses révélations sur l'influence de la France concernant le chef de l'État du Cameroun ont amené des jeunes à manifester devant l'ambassade de France à Yaoundé, la cité capitale, des jeunes qui, selon certains observateurs, ont été instrumentalisés au regard des images où ces jeunes, après la manifestation, recevaient des sommes d'argent pour avoir participé à ces événements. Précision à suivre dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Guy Zogo. L'ambassade de France au quartier Olezoa à Yaoundé a été prise d'assaut par de nombreux manifestants aux premières heures de la matinée ce lundi. Massés devant l'entrée principale de la représentation diplomatique française, les manifestants, souvent ceints du drapeau du Cameroun, brandissent aussi des pancartes aux messages hostiles à Emmanuel Macron et à la France. Parmi ces mécontents, les élus du peuple et des leaders jeunes qui expliquent les raisons de leur colère. La déclaration qu'a faite le président Macron samedi
devant quelqu'un qui est manifestement un activiste, qui plus est casseur. Parce que cette personne fait partie du commando qui a vandalisé l'ambassade du Cameroun à Paris. Nous venons protester parce que le Cameroun reste un pays souverain et indépendant. Et je pense que tous les Camerounais, en grand respect des institutions républicaines en France, nous attendons la réciprocité. Le président de la République, c'est une institution. Le peuple camerounais est là pour protéger son président de la République. Raison pour laquelle nous sommes sortis, nous sommes tous des jeunes, nous sommes sortis pour montrer d'abord notre amour envers notre président de la République. Le président, il est élu par le peuple camerounais. La dernière élection présidentielle du 2018, le président a eu 71 voix, 71%. Ça veut dire quoi? La population tient à son président. Devant des forces de l'ordre qui ont juste établi un cordon de sécurité devant l'ambassade de France, les manifestants ont le loisir de rappeler le respect dû à Paul Biya tout en exigeant des excuses immédiates de Macron. Macron n'a jamais élu Paul Biya. Paul Biya n'est pas élu par Macron. Donc, de son excellence, Paul Biya est un président élu démocratiquement avec plus de 111% de voix des Camerounais. Ça veut dire qu'il est un président consolidé dans son pays. Donc nous demandons des excuses immédiates à ce Macron. Parce que ce propos qu'il a tenu est irréparable. C'est irréparable parce que le Cameroun est un État souverain. Et quand un président de la République, Emmanuel Macron, il tient ce ton propos en disant que non, je vais appeler Biya la semaine prochaine. Il ne dit même pas le président de la République, il dit je vais appeler Biya. C'est comme s'il parle à son petit frère. Or, en diplomatie, il n'y a pas un petit État. Le Cameroun et la France, en termes de diplomatie, c'est la même chose. Donc, nous disons non à tous ces barbaries. Nous sommes derrière le président de la République, son excellence Paul Biya. Mobilisés pendant plusieurs heures, l'accès à ces sites étant interdit aux véhicules par les forces de l'ordre, les manifestants demandent en fin de compte à la France de laisser les Camerounais laver leur linge sale en famille dans une affaire camerounaise. On nous a appris chez nous que le linge sale se lave en famille et que la France nous laisse tranquilles. Nous, entre Camerounais, on va gérer nos problèmes. Il ne faut pas inciter le désordre, il ne faut pas inciter le terrorisme dans notre pays. On a déjà souffert. Pour le moins, longtemps considérée comme sans nuage, la relation Yaoundé-Paris semble virer subitement en un affrontement à peine larvé. Comment une telle manifestation a pu se tenir à Yaoundé, là où plusieurs formations politiques, organisations de la société civile peinent à avoir une autorisation de manifestation dans les rues de Yaoundé? Qui se cache derrière un tel mouvement anti-Macron alors que le gouvernement, lui, a esquivé des attaques directes envers le président français dans une sortie du porte-parole du gouvernement sur la chaîne publique? S'agit-il d'un incident diplomatique ou des relations qui se refroidissent entre Yaoundé et Paris à travers cette manifestation attribuée à une société civile proche du parti au pouvoir? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Les manifestations inattendues contre la France au Cameroun dévoilent une atmosphère politique volatile à Yaoundé. D'abord, le gouvernement se fait prendre à défaut sur la question des manifestations publiques, garanties pourtant par la Constitution, mais systématiquement interdites jusqu'ici, mais qui ont été autorisées dans ce cas de figure, dans un laps de temps de 48 heures qui les expose à l'illégalité au regard des délais consentis par la loi. Ensuite, cette affaire se situe largement aux antipodes du style de Paul Biya, qu'on s'est fait de mesures, de prudence et de modération. Y a-t-il désormais une aile plus extrémiste et plus jusqu'au-boutiste dans l'entourage du président de la République qui échappe désormais à son contrôle? D'ordinaire plus roué, Paul Biya a ainsi encaissé les rodomontades de Mitterrand à la Bolle en 1990, au point même de se définir comme le meilleur élève de la France. Il peut donc paraître surprenant qu'il accepte de recourir à la méthode Gbagbo avec tous les risques encourus. Mais en fin de compte, les faits sont là, cinglants. Si en 2015, après sa bravade face à François Hollande, lors de sa visite au Cameroun, Paul Biya avait gagné des galons d'autonomie vis-à-vis de la France, la sortie de Macron vient de ruiner ce statut en rappelant brutalement que le chef de l'État camerounais reste bien sous la botte de Paris.
Et l'opposition a réagi, dénonçant une humiliation du président de la République du Cameroun qui reste sourd aux problèmes que posent les populations au quotidien et qui semble prêt à prêter une oreille attentive à ce que disent les présidents européens, notamment la France, le parti au pouvoir à travers ses militants qui estiment que le président de la République du Cameroun reste droit dans ses bottes. Et le fait que le président Macron parle de pression montre bel et bien que le chef de l'État du Cameroun ne cède pas aussi facilement aux suggestions, recommandations faites par les partenaires institutionnels du Cameroun. Le regard croisé de la classe politique, c'est dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Le président français Emmanuel Macron dit avoir mis la pression au président Biya pour la libération du professeur Maurice Kamto. Il fait la révélation publique suite à son interpellation par un activiste qui s'insurge contre des tueries enregistrées dans les régions anglophones. Mais fallait-il laisser M. Kamto, ses alliés et tous nos amis politiques en prison pendant 9 mois pour rien et attendre que M. Macron vienne demander la libération de Kamto? Les révélations que nous avons eues hier sont graves. Et moi, tout simplement, j'ai dit depuis hier, si M. Biya a encore de la dignité, ce qui lui reste à faire, c'est de démissionner. On ne peut pas faire autant honte à un peuple et continuer à le servir. Le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et allié qui manifeste sa surprise et son indignation face aux déclarations du président Macron suscite également le désarroi du militant du Social Democratic Front qui pense qu'avec la sortie du président français, le Cameroun n'est plus géré. C'est regrettable pour notre pays. On n'a pas de nationalistes qui gouvernent le Cameroun. On a des gens qui sont là pour s'enrichir, tuer les Camerounais, s'enrichir. Et puis par la suite, de temps en temps, lorsque les grandes puissances se fâchent, ils essayent de faire quelque chose. Donc, c'est une honte pour le Cameroun, ce que Macron révèle. Ceux qui nous gouvernent démontrent qu'ils sont les valets des Français et non pas au service des populations du Cameroun. Et c'est extrêmement regrettable. Les Français obtiennent au Cameroun tout ce qu'ils veulent. Et je crois que ce qui va sauver le Cameroun, c'est qu'un dirigeant nationaliste prenne le pouvoir. Pas les pantins qui sont à Yaoundé là. Le Cameroun est-il une poubelle ou on peut tout jeter? Les dirigeants de ce pays ont-ils perdu le contrôle de la situation au point de recevoir des injonctions? Des questions qui ne trouvent pas de réponse, mais plutôt balayées du revers de la main par le représentant du parti au pouvoir, invité sur droit de réponse. Selon lui, c'est une question d'ego, car la France veut à tout prix s'ingérer dans les affaires internes de notre pays, mais manque de méthode. Si vous estimez que c'est la France qui doit décider, n'est-ce pas, des choses dans ces pays, il faut noter que le jour où vous allez prendre le pouvoir, ce serait la même chose. Parce que vous avez déjà créé une jurisprudence que bon, lorsqu'il y a des difficultés, il faut qu'on aille en France et ça pour chercher des solutions. C'est comme ça que je vois la chose. Mais je constate seulement que la France ne veut pas laisser l'Afrique, n'est-ce pas, se gérer. La France estime que l'Afrique est toujours sur sa couverture, elle doit tout faire, elle doit tout dire, elle doit même imposer, jusqu'à parler même de la contrainte. Vraiment, c'est inacceptable. Au sein de l'opposition camerounaise, l'on estime que la réaction du gouvernement suite à la déclaration de Macron ne devrait pas être orientée vers l'activiste qui a simplement dénoncé, mais plutôt au président français qui semble déshonorer son homologue camerounais, qui lui aussi peine à trouver la solution à la crise anglophone qui ne cesse de compter des morts. Et la présidence de la République du Cameroun a réagi ce soir à travers un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République dans lequel il rejette les propos tenus entre l'activiste camerounais et le président Emmanuel Macron, président de la France. Il affirme dans ce communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est comptable devant le seul peuple camerounais et non devant un dirigeant d'un pays étranger. Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun rappelle que depuis la survenance de la crise anglophone, le chef de l'État, Paul Biya, n'a ménagé aucun effort pour régler cette crise. Il demande aux Camerounais de garder le calme. C'est en substance les propos du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, propos rendus publics ce soir. Évoquons à présent la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale qui enregistre sa première cotation. Il s'agit de l'emprunt obligataire gabonais assorti d'un taux d'intérêt d'environ 6,25% ayant permis au gouvernement de ce pays de mobiliser près de 126 milliards de francs CFA en 2019.
et un autre emprunt obligataire, celui de l'entreprise forestière Safacam, coté à la bourse unifiée de l'Afrique centrale pour pouvoir se restructurer. L'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir bénéficier de plus de financement. Cependant, le dynamisme de la bourse n'est pas encore visible, faute de manque de culture boursière, également d'une complexité des procédures, d'une méconnaissance du marché financier sous-régional en Afrique centrale. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. Deux obligations, celle de l'État du Cameroun à travers la Société africaine forestière et agricole du Cameroun, au taux de 6% hors taxe, et celle de l'État gabonais à 6,25% net. La Safacam, qui prépare une restructuration, y voit un bol d'air. Restructurer l'endettement de Safacam en convertissant ses crédits court terme en crédits moyen terme et bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux dans les 3 années à venir, avantage prévu par le Code général des impôts, qui permettra d'améliorer le résultat de l'entreprise et sa capacité à investir. L'État gabonais, à travers son ministre des Finances, salue les efforts de l'Afrique centrale dans les actions pour l'unification de son marché financier, ont permis ses premières cotations à la bourse des valeurs immobilières sous-régionales, un acte de confiance par ailleurs des épargnants pour l'économie de son pays, soutient-il. Vous ne pouvez pas bâtir une maison si vous n'avez pas de fondements solides. Et les fondements de notre cotation aujourd'hui reposent sur la solidité de notre économie. La confiance aujourd'hui que nos épargnants ont de l'économie gabonaise, c'est ce qui fait la réussite d'opération que nous avons lancée ce matin. Mais reste que la culture de la cotation en bourse n'est pas très ancrée dans les milieux d'affaires en Afrique centrale. C'est le premier challenge à relever par les dirigeants de la Bourse des valeurs mobilières lancé en juin 2019. Pour le Camerounais Jean-Claude Mba, à la tête de la direction générale de la BVMAC, les bienfaits sont tels que les entreprises et particuliers ne sauraient attendre. Pour les actions, vous aurez des taux d'intérêt qui peuvent dépasser 20% lorsque les dividendes sont intéressants. Vous êtes d'accord? Une société a fait un bon résultat, on répartit les dividendes et vous avez votre part. Maintenant, pour les obligations, vous savez qu'on a un taux d'intérêt de 6,5%. Net d'impôt, vous êtes tranquille. Chaque année, vous avez, n'est-ce pas, cette dividende qui va vous revenir. C'est ça la bourse des valeurs. Attendu du nouveau marché unifié de l'Afrique centrale, la sécurisation des transactions et le renforcement de la régulation. Défi souligné notamment par le représentant du ministre camerounais des Finances, le secrétaire général. Un public reportage dans ce journal. Orange Fidélité gratifie ces dernières gagnants de l'année 2019, des hommes et femmes qui ont reçu du meilleur opérateur de téléphonie mobile au Cameroun des smartphones en échange des points qu'ils ont cumulés au cours de l'année 2019 via le code dièse 200 dièse. Évocation dans ce reportage. Orange Cameroun gratifie la fidélité de ses clients, les derniers, pour le compte de l'année 2019. Orange, à l'occasion de ses 20 ans, a bien voulu récompenser la fidélité de ses clients en mettant en place ce programme de fidélité où on a distribué gratuitement plus de 20 000 téléphones, très exactement 22 000 téléphones. Il s'agit de clients qui, au courant de l'année 2019, ont brillé par leur fidélité, cumulant des points qui leur ont alors permis de gagner des smartphones. Il s'agissait pour nos clients de s'enregistrer à travers un code unique, le dièse 200 dièse, et de cumuler des points en fonction de leur consommation, Internet, appels, SMS, et en fonction donc des points qu'ils avaient atteints, ils pouvaient les transformer et ainsi pouvoir gagner un téléphone offert gratuitement. Pour cette dernière vague de gagnants, comme pour toutes les autres passées avant, le plaisir de recevoir des lots prestigieux de leur opérateur est total. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir reçu le prix d'Orange Fidélité. Et pour moi, je trouve que ça fait plaisir de savoir qu'on compte pour Orange en tant que client. Avec cette cérémonie de remise de smartphones, Orange marque aussi la fermeture de l'année 2019 et le lancement du même programme pour le compte de l'année 2020. La cérémonie d'aujourd'hui marque la clôture du programme sur 2019, mais il est aussi la transition sur 2020 parce que le programme va continuer. Donc on s'engage résolument à continuer à récompenser nos clients les plus fidèles, continuer à marquer notre ancrage et à dire que ce que nous avons de plus important
Ce pourquoi nous travaillons, c'est pour la satisfaction de nos clients, qui puissent continuer à nous accompagner et à continuer à accompagner le développement de tout ce que nous faisons sur nos actions pour mieux les satisfaire. Pour ceux des abonnés qui ne se sont pas retrouvés dans la vague des gagnants 2019, il est désormais possible de faire partie des gagnants 2020 et cela en tapant le code #210. Orange. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Macron à Biya, des Camerounais devant l'ambassade de France aujourd'hui à Yaoundé exigent des excuses d'Emmanuel Macron. Cela a surpris tout le monde alors que la déclaration a été faite le week-end. Samedi, des Camerounais sont sortis manifestant devant l'ambassade de la France à Yaoundé, encadrés par les forces de l'ordre pour demander des excuses, dénoncer l'attitude et les propos du président Emmanuel Macron à l'encontre du chef de l'État du Cameroun. Parmi ces manifestants, de nombreux jeunes à qui il a été promis près de 1500 à 2000 francs CFA pour participer à ces événements. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Jalin. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.